Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabiyyil al-karim. Donc je commence par remercier les représentants de la presse nationale et internationale qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour cette conférence de presse. Comme je salue l'assistance. Cette conférence de presse abordera principalement le discours du président, la visite du président de la République au Hod, mais aussi d'autres questions de l'actualité actuelle. Je dis que je commencerai par définir notre position par rapport au discours du président de la République au Hod. Le président, dans son discours, dans les différentes étapes, a dénoncé le tribalisme, met en garde d'ailleurs les fonctionnaires de participer aux activités tribalistes, a dénoncé la corruption, a également parlé du dialogue à chaque étape et il a parlé du dialogue à chaque étape pour confirmer son attachement à ce que cette rencontre prévue se tienne vraiment et qu'elle aborde des questions fondamentales du pays. Il a aussi parlé des relations avec le Mali. Toutes ces prises de position, ces déclarations du président répondent à une attente de nos populations qui depuis longtemps réclament une lutte contre la corruption, qui depuis longtemps réclament la défense de l'unité nationale par la lutte contre les particularismes et contre le tribalisme, le régionalisme, etc. Sa prise de position sur le dialogue aussi répond à une attente du pays, mais aussi de l'opposition, qui voudrait que cette fois le dialogue soit vraiment une affaire sérieuse. Donc, nous ne pouvons que considérer que ce sont des prises de position de la part du président de la République dans le bon sens, dans la bonne direction. Toutefois, en tant qu'opposition nationale et démocratique, nous avons la préoccupation, et c'est la préoccupation d'ailleurs de toute l'opinion publique, de ne pas se suffire à des discours. Parce que les Mauritaniens sont fatigués des discours, sont fatigués d'entendre des discours qui ne sont pas suivis des faits. Et c'est pourquoi le président de la République doit prendre des mesures immédiates pour que, cette fois, ces discours soient perçus comme des discours, soient perçus crédibles et que, effectivement, l'opinion publique y croit et que les forces politiques aussi commencent à s'engager dans l'option qui est définie et que l'ensemble d'ailleurs du pays s'y engage. Concernant par exemple la question de la lutte contre la corruption et de la lutte contre le tribalisme, le particularisme, etc., il a pris une mesure très bonne, c'est d'interdire aux cadres de participer à des manifestations politiques, tribalistes, régionalistes, etc. Mais ces cadres qui sont partis au Hod, qui leur a demandé d'aller au Hod? C'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir qui les a réunis ici, qui leur a demandé d'aller mobiliser les tribus là-bas. Et ils sont dans un contrat de clientélisme avec l'État. Ils doivent faire preuve de loyauté, ils doivent faire preuve vis-à-vis du pouvoir pour
continuaient à conserver leur poste. Donc ils sont partis là-bas pour ça. Et donc, tant que le parti au pouvoir continue de caporaliser les fonctionnaires de l'État et donc d'exiger d'eux d'être des encadreurs des masses à l'intérieur du pays pour les élections, pour toutes ces manifestations politiques, ils vont continuer toujours à animer les activités tribalistes, même dans les coulisses. Ils n'ont pas besoin d'être présents, mais dans les coulisses. Donc je dois dire que si on veut réellement combattre le tribalisme, si on veut combattre la corruption, il faut savoir que le problème fondamental qui est à la base de la corruption et de tous les particularités et du tribalisme dans le pays, c'est la réalité de l'existence d'un parti-État. C'est très différent d'un parti qui gouverne, d'un parti qui a la majorité. Le parti au pouvoir peut avoir la majorité. Dans toutes les démocraties, il y a des partis qui gouvernent. Mais ce n'est pas des partis-États. Or, nous, ce que nous avons depuis le début de la démocratie, c'est le phénomène des partis-États. C'est-à-dire que le parti qui est au pouvoir a l'administration entre ses mains. Tous les fonctionnaires, pour qu'ils soient recrutés, pour qu'ils soient promus, et éventuellement leurs sanctions, ce ne sont pas dictés par des considérations professionnelles, mais sont dictés par des considérations politiques. Il faut que le cadre soit discipliné vis-à-vis du parti au pouvoir, qu'il lui serve d'acteur de mobilisation à l'intérieur du pays. Et c'est pourquoi le tribalisme existe sous sa nouvelle forme, et c'est un tribalisme d'ailleurs très particulier. Ce ne sont plus maintenant les familles traditionnelles qui dirigent les tribus, ce sont les hauts fonctionnaires, membres du parti au pouvoir. Donc, ensuite, toutes les activités qu'ils mènent, ce n'est pas avec leur salaire. Avec quoi ils sont partis préparer la visite du président? Avec quoi? Avec le déploiement de toutes des voitures, de toutes sortes de luxe et les dépenses pharaoniques. Ce n'est pas avec leur salaire. Donc, c'est la porte ouverte à la gabegie, c'est la porte ouverte à la corruption. Donc, nous avons un système politique qu'il faut complètement réformer pour combattre le tribalisme, pour combattre la corruption. Et son noyau, c'est l'existence du phénomène du parti-État. Il faut en finir avec le phénomène du parti-État. Et dans ce cadre, je pense que la première mesure que le président doit prendre, à la suite de ce qu'avait commencé à faire le Sidi Cheikh Abdallah rahmatullah alayh, c'est de protéger les fonctionnaires du chantage politique. Le fonctionnaire doit être libre de son opinion et sa carrière doit être protégée par une loi qui décide du recrutement, qui décide de la progression de sa carrière, qui le protège contre tous les abus. Et avec ça, il n'aura pas besoin de faire autre chose que de chercher à prouver sa compétence, à prouver son honnêteté pour conserver son poste ou pour avoir des promotions. Ça, c'est la première chose dont je voulais parler. Donc, dans la suite, toujours de la même idée, et parlant de l'unité nationale, actuellement, il semble que le pouvoir est parvenu avec des ayants droit, des victimes, des associations représentant des ayants droit et des victimes, à un accord pour solder le passif humanitaire. C'est une très bonne nouvelle. Parce que depuis très longtemps, depuis 30 ans,
nous demandons au pouvoir, à tous les pouvoirs successifs, de procéder au règlement du passif humanitaire. Donc si le pouvoir actuel a accepté de s'engager dans cette voie, on ne peut que considérer que c'est une très bonne chose. Maintenant, quant aux détails sur ceux sur lesquels ils sont d'accord ou pas d'accord, ça ne les concerne que. C'est les détails sur la question de solder ce qui concerne les victimes elles-mêmes. Elles sont les seules, ou les ayants droit, elles sont les seules qui peuvent décider de ce qui doit être accepté, de ce qui ne doit pas être accepté. Maintenant, les aspects politiques, les aspects moraux, ça, ce sont des questions extrêmement importantes parce qu'il s'agit de tirer les leçons de ce drame, de cette tragédie, pour renforcer l'unité nationale, mais aussi pour éviter que de telles choses, de tels crimes ne se reproduisent. Et c'est pourquoi le dialogue prochain doit justement aborder cette question pour tirer toutes les leçons qu'il faut pour que nous prémunissions notre peuple de ce genre de tragédie que nous avons connu malheureusement dans les années 89-90. J'ai dit que par rapport au discours aussi, ce qu'il a dit sur le Mali, nous pensons que c'est une position sage et juste, et ça recoupe d'ailleurs notre position. Ça recoupe exactement notre position. Mais nous n'avons rien entendu sur les conséquences de la fermeture en pratique de la frontière pour les éleveurs et la situation des commerçants qui sont au Mali. Si pour les commerçants, il paraît qu'ils sont toujours en négociation, mais pour les éleveurs, ils sont déjà là. Et c'est fini, en tout cas de façon prévisible, à court terme, on ne voit pas comment ils peuvent retourner au Mali. Donc comment on va préserver notre ressource animale qui à 50 ou 60% dépendait du Mali. Donc nous sommes, il y a à craindre une catastrophe si des mesures ne sont pas prises qui ressemble à la sécheresse, avec les conséquences de déstabilisation sociale, etc. Il faut qu'il y ait des mesures urgentes à prendre maintenant par rapport à ça. Ces mesures doivent concerner le fait de créer des points d'eau dans toutes les zones où il y a des pâturages, mais il n'y a pas d'eau, de produire de l'aliment bétail en quantité suffisante durant cette période, afin de sauver ce qui peut être sauvé. Et certainement qu'on ne pourra pas sauver tout. Il y a une question qui malheureusement s'est produite il y a 2 ou 3 jours concernant une altercation entre deux communautés paysannes de la commune de Ayramba. C'est une question qui concerne l'unité nationale parce qu'elle aborde un problème qui se pose un peu partout dans la vallée et qui est l'une des conséquences des événements de 89 et des déportations et des confiscations des terres de la vallée. L'incident en question porte sur quelques parcelles et les 2 groupes qui sont en litige, ce sont des groupes qui ont vécu ensemble depuis très longtemps, qui entretenaient des relations extrêmement solides. Et donc, en réalité, ils sont tous les 2 prêts à toutes les solutions. Simplement, il y a un acte administratif qui complique, ou même pas un acte, une décision administrative, prise auparavant, qui est le problème, qui est à la base du problème. Et nous avons envoyé une délégation l'année dernière pour nous informer d'informations sur cette question. Elle a touché les 2 groupes. Elle a constaté qu'ils ont des relations extrêmement fortes traditionnellement entre eux. Elle a constaté que les 2 groupes sont disposés à s'entendre sur toute solution. Et la délégation, il y avait Dawala qui est là, qui est le président de l'association des paysans,
Il y avait Moustapha ici, qui était aussi de l'association des paysans, mais il y avait Ba Idrissa, qui était membre du bureau exécutif de l'IFP, et il y avait un autre jeune, Gaï, qui est aussi dans le mouvement des jeunes du parti. Et ils sont partis, parce qu'ils sont originaires certains d'entre eux sont originaires de la zone, ils ont contacté les deux groupes, et ils ont constaté que tous les deux regrettent profondément ce qui est advenu, et qu'ils sont prêts à trouver une solution, mais qu'ils considèrent que l'affaire est entre les mains de l'administration. Il faut que l'administration s'engage pour une solution qui va être consensuelle. Et la délégation a trouvé le Wali et lui a fait part de faire le compte-rendu. Et on pensait pour nous que le problème va être réglé. À notre grande surprise, les altercations se sont renouvelées il y a 2 ou 3 jours avec des conséquences plus graves et ça peut dégénérer. Et nous sommes étonnés que l'administration laisse pourrir des questions comme ça, alors que le règlement est aussi simple. J'ai dit que le président a parlé de la drogue, et ça c'est une très bonne chose, parce que nous considérons que c'est le plus grand danger qui menace la Mauritanie aujourd'hui. Aujourd'hui, vous constatez tous qu'à Nouakchott, plus personne n'est en sécurité, parce que les gens défoncent les portes, font des crimes abominables, et donc nous sommes dans une situation extrêmement grave. Ce n'est plus un phénomène de bandits, c'est un phénomène social. C'est des jeunes, des enfants qui sont emportés dans ce phénomène-là et qui commettent les crimes les plus imaginables. C'est pourquoi sa déclaration sur la drogue est extrêmement importante si elle est suivie des faits. S'il y a des mesures urgentes concernant d'abord la protection des écoles, la protection des enfants, concernant la lutte contre les protecteurs des bandes qui distribuent la drogue, s'il y a également des mesures aussi pour la création de centres de réadaptation des toxicomanes et des mesures fortes. Mais surtout s'il y a une grande campagne qui mobilise non seulement l'État, mais aussi la société, mais aussi la population pour se défendre contre l'invasion de cette grande calamité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de certaines questions. Il y a maintenant 2 questions que je pourrais aborder. La question de la hausse des prix et la question de l'intoxication. Les intoxications actuellement engagées dans les réseaux sociaux pour porter atteinte à l'unité nationale. Je dis que par rapport à la question des prix, tout le monde sait que les prix connaissent une hausse vertigineuse, mais nous allons aborder seulement un aspect qui en général influe sur tous les prix. Ce sont les carburants, le prix des carburants. Or, le pouvoir a décidé qu'en janvier, on va libérer les prix des carburants, ce qui annonce une hausse certainement et par conséquent une hausse dans tous les autres, au niveau de tous les autres prix. Et ça, c'est très grave. Nous ne sommes pas du tout d'accord sur cette approche imposée par le Fonds monétaire international. Mais nous demandons d'ailleurs pourquoi il n'y a pas un renouvellement du marché de l'approvisionnement en hydrocarbures de la Mauritanie, alors que le contrat avec Adax Énergie est expiré. Donc normalement, dans ce mois, on doit renouveler le marché pour permettre de corriger ce qui avait été dénoncé à l'époque dans ce contrat. Et aussi, nous avons besoin d'avoir une idée de la structure des prix des carburants en Mauritanie. C'est opaque. On ne sait pas exactement la structure des prix pour savoir qu'est-ce qui peut être réduit. Est-ce que les bénéfices donnés à ceux qui approvisionnent, aux distributeurs, etc., ne peuvent pas être réduits pour alléger la charge des citoyens par rapport à ces produits. Le dernier problème, c'est la question de la sécurité. En fait, je l'ai abordé. J'ai dit que par rapport à la rumeur
ou à l'information plutôt, qu'il y a eu un accord entre des organisations, j'ai dit des organisations, des victimes et des ayants droit et le pouvoir pour solder le passif humanitaire, nous ne sommes pas partie prenante. Nous ne sommes pas impliqués, donc nous ne savons pas. C'est ce que nous avons entendu seulement. Mais nous l'avons entendu de bonnes sources. Et l'accord, paraît-il, concerne pas seulement le problème des indemnisations, mais plusieurs questions importantes pour les victimes et les ayants droit. Quant à le contenu de l'accord, comme je l'ai dit, ça concerne les victimes et les ayants droit. Le problème est très complexe, mais ce sont les victimes et les ayants droit qui doivent avoir le dernier mot sur ce qu'elles veulent. C'est leur droit. C'est à elles de déterminer ce qui est important pour eux, ce qu'ils acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas. Il ne faut pas que cette question soit une question de surenchère politicienne. C'est très mauvais. Maintenant, les aspects politiques, c'est autre chose. Ça, on le discute dans les dialogues. Ça concerne la nation, etc. La dimension politique, morale, etc. Et je pense qu'il faut mettre en garde contre le fait de commencer à faire campagne, les uns d'un côté, les autres de l'autre côté, pour mettre à l'eau cette tentative et que finalement on retombe dans la situation. Alors que nous avons depuis 30 ans, nous demandons au pouvoir de régler le problème. S'il essaie de le régler, il faut l'encourager à le régler. S'il y a des questions qui restent, il faut l'encourager à les régler. Mais il ne faut pas mettre à l'eau cette démarche qui a commencé. La position de l'IFP par rapport à cette question est dans la suite de la position qui était la nôtre lorsque nous étions dans le mouvement national démocratique. En 1987, au lendemain du coup d'État, au lendemain de la tentative de coup d'État du 22 octobre, le pouvoir de Mouawiya a pris la grave décision entre griffes, de casser une communauté nationale, les Halpoula. Et nous avons appris cela. Et nous avons saisi la gravité du virage qui vient d'être pris par le régime. Et immédiatement, nous avons fait une déclaration, la fameuse déclaration que certains essaient de diaboliser ou de déformer, ou d'en déformer l'objet, pour dénoncer et alerter sur cette nouvelle orientation que vient de prendre le gouvernement. C'est-à-dire de cibler une communauté nationale, ce qui peut conduire à la guerre civile. Et depuis lors, nous n'avons cessé de combattre cette orientation. Je ne crois pas qu'il y a un mouvement ou une force qui a fait un déploiement aussi important que l'UFP, que le MND à l'époque de 87 jusqu'aux événements de 90, pour combattre le chauvinisme d'État, le racisme d'État qui a été officialisé. On peut citer tout ce que nous avons fait ici, ce que nous avons fait avec nos amis sénégalais, ce que nous avons fait à l'extérieur, etc. Et finalement, lorsque se sont produits les crimes qui se sont produits, les très graves crimes, avec Gourmaud, nous étions en France, en exil, et il y a lieu de dire pourquoi, à l'époque, nous étions en exil. Nous étions en exil parce que nous combattons cette orientation prise par le pouvoir de faire du chauvinisme un racisme débridé d'État. Là-bas, nous avons signé la première déclaration dénonçant les massacres qui se sont produits en 1990. La première déclaration qui les a dénoncés, nous l'avons signée, Gourmaud et moi, Babla Issiré, Rahmatullah Alayh, Medhondo,
Bahimoud, Yatara Samba, Yessa, et le Kebd. C'est-à-dire 5 morts et 5 négro-africains. Ça, c'est en décembre, on l'a signé en décembre 90. À l'époque, on n'avait que des rumeurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, le téléphone était très difficile, mais on avait eu les rumeurs sur des massacres. On a là des rumeurs qui nous ont secoués vraiment. Donc, notre position est très ancienne. Après, nous avons été parmi les animateurs principaux de la création du grand front qu'est l'UFD, l'Union des forces démocratiques, et qui a évité à la Mauritanie la confrontation raciale. Parce que le principe de l'UFD, c'est justement de mettre en échec ce que le pouvoir a voulu faire, c'est-à-dire la confrontation ethnique. Nous avons rassemblé dans ce parti toutes les tendances, nationalistes arabes, nationalistes négro-africains, Kadihin, Al-Hur, etc., qui sont d'accord sur le fait qu'il faut sauver l'unité de la Mauritanie, qu'il faut préserver ça. Et c'est ce parti-là qui nous rassemble tous, qui a pris en charge la revendication dans sa première manifestation. Sa première manifestation, c'était une manifestation à partir du stade olympique où il y avait les photos des victimes des événements de 90. Donc, et depuis lors, nous réclamons le règlement du passif humanitaire. Depuis lors, nous réclamons le règlement du passif humanitaire dans le cadre de l'UFD et lorsque nous sommes sortis, dans le cadre de l'UFP. Donc, c'est une position très ancienne et continue. Mais nous voulons réellement son règlement. Parce que tant qu'il n'est pas réglé, c'est une épine, pas une épine, un fer rouge dans l'unité nationale. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question. Bon, effectivement, nous, ce que nous pouvons faire, c'est de poser le problème dans les termes dans lesquels il se pose réellement et de préconiser les solutions. Et l'année dernière, notre délégation qui est partie a identifié une solution provisoire pour permettre à ce que le problème soit l'objet d'une solution définitive de la part de l'administration. Quelle était la solution préconisée? Il se trouvait que dans les champs, l'un des groupes a déjà semé. Et l'autre voulait déterrer ça. Ils ont convaincu les deux parties qu'ils peuvent, ce qui a été déjà semé, ils le laissent. Mais après, il faut qu'ils s'assoient ensemble et qu'ils s'entendent sur comment répondre aux intérêts des uns et des autres. Il y a assez d'espace. Il y a assez d'espace. Les propriétaires traditionnels peuvent donner une partie de ce qu'ils ont à ces paysans pauvres, parce qu'il s'agit de paysans pauvres qui n'ont pas de terre, pour les cultiver et récupérer l'essentiel pour eux. Et il n'était pas contre. Il était capable de le faire. Mais tous disent qu'il faut attendre que l'administration donne le feu vert. Parce que le nœud du problème, c'est une décision qu'a prise l'administration lors des événements de 89, qui a donné cette terre-là aux uns, aux dépens des autres. Est-ce que vous avez compris? C'est toutefois, nous avons dit que l'administration, dans ce cadre-là, est responsable, parce que ce problème peut être réglé facilement, et si on le maintient, c'est qu'on veut que les problèmes continuent et que ça peut prendre d'ailleurs d'autres dimensions, et puis surtout que c'est un problème qui peut se retrouver dans toutes tout le long de la vallée. Ça, c'est la deuxième question. La deuxième question, c'est pour les réseaux sociaux. Ah oui, vous avez bien fait de poser cette question. Je voulais l'évoquer. Moi, je soupçonne qu'il y a une main ou des mains qui veulent amener le peuple mauritanien à entrer dans une crise
et une collision identitaire. Parce que les gens, maintenant, tout le monde a son téléphone, tout le monde écoute. Mais les gens n'ont pas tous le même niveau de conscience. Et si on vous amène des informations avec, tenez-vous bien, la voix de quelqu'un de très la voix des IA, là, de l'intelligence artificielle. Vous avez des vidéos avec la voix de l'intelligence artificielle, vous croyez que c'est un savant qui a fait ça, et qui dit des choses fausses, ou des choses sur lesquelles il n'y a aucune base, et qui dénonce des gens, qui dénonce des communautés, qui pose des problèmes, qui avance des chiffres, tu crois que c'est vrai, etc., pour susciter une controverse. Moi, j'appelle tous les Mauritaniens, surtout les journalistes et les forces politiques, à faire face à cette campagne d'intoxication qui visiblement vise à créer des controverses identitaires. Voilà ce que je peux dire sur ça. Sudu baba, 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 sudu baba.